c'est pas filmé, donc je peux dire des bêtises, personne ne le verra, mais je dois quand même vous confier que je me sens étonnamment bien en fait dans une école d'art. Mon université, enfin Dieu, je suis très fier évidemment, mais je me sens presque mieux chez moi. Alors, je vais vous raconter quelque chose de l'histoire de l'univers, de ce qu'on croit savoir, du grand récit de nos origines, mais aussi de ce qu'on ne sait pas, de ce qui pose problème, des pierres d'achoppement, des apories, parce que la pensée scientifique, c'est aussi bien sûr celle du doute et du rebroussement. Mais avant d'entrer dans cette histoire, je vais laisser les premiers mots à un poète maudit, parce que, bien sûr, son spectre nous accompagne, mais aussi parce qu'il y est question, en contrepoint d'obscurité, de ce ciel un petit peu rosé, celui que nous connaissons tous au coucher du soleil. Et je pense à Jean Genet qui écrivait dans le Condamné à mort « Ô vient, mon ciel de rose, ô vient, ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort, arrache-toi la chair, tue, escalade les morts, mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. » Alors je ne sais pas si la tête de l'univers est effectivement ronde, mais ce qui est remarquable, c'est que nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer un scénario signifiant sur la morphologie du cosmos, mais aussi sur ses origines, entre un milliardième, de milliardième, de milliardième et l'époque contemporaine. Alors, cette histoire, elle repose d'abord sur un certain nombre de piliers, d'assises, qui sont de nature observationnelle. Le modèle du Big Bang, vous le savez, n'a pas été inventé de façon ad hoc par goût ou désir de complexité. Il est au contraire la résultante d'une articulation subtile entre des observations, qui sont aujourd'hui relativement fiables, et un corpus théorique qui est bien maîtrisé. Le modèle du Big Bang, en un mot, c'est l'idée que l'univers est en expansion. C'est l'idée que la totalité de ce qui est aujourd'hui visible dans l'espace, ces milliers de milliards de galaxies, était initialement contenu dans un volume qui est plus petit que celui de la tête d'une épingle. Et finalement, ce modèle, il est très peu artificiel et ses assises, ses fondements sont aujourd'hui relativement avérés. Alors je voudrais d'abord citer un peu les jalons comme ça, les signes observationnels et expérimentaux qui nous servent de guide dans la réécriture de ce récit des origines. D'abord, ce qu'on appelle le paradoxe de Olbers. Le paradoxe de Olbers, c'est une simple observation. Le ciel nocturne est noir. Et l'obscurité du ciel nocturne est déjà un argument indirect relativement fort en faveur du modèle du Big Bang. Pourquoi ? Parce que le modèle le plus simple, le plus intuitif, le plus naturel finalement concurrent du Big Bang, c'est-à-dire un univers qui serait éternel, statique et homogène, donnerait naissance à un ciel nocturne extraordinairement lumineux. Et la raison pour ça est assez facile à comprendre intuitivement et sans calcul. Si vous regardez le ciel, le cône de l'univers qui est sous-tendu par votre regard peut être sectionné en un certain nombre de tranches. Et chacune de ces tranches va envoyer de la lumière sur vos yeux. Mais vous voyez que les tranches qui sont lointaines vont envoyer une lumière qui est exactement la même que celle des tranches qui sont proches. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes loin, chaque étoile envoie moins de lumière vers vos yeux, mais il y a de plus en plus d'étoiles. Et ces deux phénomènes se compensent exactement. C'est bien que chaque tranche contribue de la même manière. Et quand vous ajoutez une infinité de fois le même nombre, vous trouvez nécessairement un résultat infini. Et ça, ce que ça signifie, c'est que le ciel nocturne, dans un modèle naïf, c'est-à-dire dans une vision du cosmos sans Big Bang, devrait être extraordinairement lumineux. Et vous voyez, c'est remarquable parce que, en quelque sorte, le noir parle. L'obscurité nous dit déjà quelque chose en faveur de ce modèle de la grande explosion cosmique, pourrait-on dire. Alors le deuxième argument est beaucoup plus direct et parlant encore, c'est finalement l'observation de ce qu'on nomme la récession des galaxies. Donc la récession des galaxies, c'est leur éloignement. Donc ce n'est pas un vœu pieux, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un désir non dit ou inconscient, c'est une observation directe. Nous voyons que chaque galaxie de l'univers, au moins à grande échelle, s'éloigne de chaque autre. En adéquation parfaite avec l'idée ou l'image d'un monde qui serait en expansion
depuis l'instant primordial. Et ça, c'est une mesure, parce que grâce à l'effet Doppler, on peut connaître la vitesse des galaxies par rapport à nous-mêmes et entre elles, et il est, pourrait-on dire, un fait difficilement contestable que chaque point de l'univers à l'heure actuelle est effectivement en train de s'éloigner de chaque autre point de l'univers. Troisième argument, la concordance des âges. Ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est qu'on observe un cosmos qui s'agrandit. Et donc on peut légitimement se poser la question, depuis combien de temps s'agrandit-il? Et pour cela, il suffit de passer le film à l'envers et de se dire quel est l'intervalle temporel qui nous sépare de l'instant originel que l'on nommera donc Big Bang. Et la réponse est de l'ordre d'une dizaine de milliards d'années. Bien. Mais cette inférence de l'âge de l'univers, il faut maintenant la comparer à l'âge des objets. Et vous voyez que le scénario du Big Bang est très aisément falsifiable, parce qu'il suffirait que vous trouviez un seul objet présent dans l'univers qui soit plus vieux que l'univers lui-même pour que le modèle soit immédiatement disqualifié. N'est-ce pas? Si vous trouvez une étoile qui a 30 milliards d'années, tandis que le modèle expose que l'univers n'a que 10 milliards d'années, c'est évidemment l'ensemble du scénario qui se trouve invalidé. Et ça, on sait le faire. On sait dater un très grand nombre de corps cosmiques, et en particulier les étoiles, et grâce à cette datation, on peut comparer les âges des objets qui se situent dans le cosmos avec l'âge supposé du cosmos lui-même. Et le résultat est remarquable, parce qu'on trouve que tous les habitants du monde, pourrait-on dire, sont plus jeunes que le monde lui-même, comme il se doit, mais on trouve également que les âges sont dispersés sur des valeurs extrêmement larges entre l'époque contemporaine et l'époque supposée de l'apparition du Big Bang. Alors bien sûr, je dis apparition du Big Bang, c'est un peu un raccourci de langage, c'est un peu une métaphore, c'est un peu une évocation. On ne sait pas vraiment s'il y a eu création ex nihilo de l'univers, on y reviendra, c'est une question ouverte, le passage du non-être à l'être, cette sorte d'irruption ou d'épiphanie ontologique dépasse la connaissance de la physique contemporaine. Mais remarquez que se joue là quelque chose d'extraordinairement dérangeant. Voyez, vous et moi, nous sommes nés avec l'idée du Big Bang. La première fois que nous nous sommes interrogés sur nos origines, nous avons eu cette réponse. En le demandant à nos parents ou en consultant Google, l'origine de l'univers égale le Big Bang. Mais si on fait ce geste, en quelque sorte d'abstraction de notre savoir, et qu'on réfléchit de façon honnête et presque extraite de l'histoire, c'est extrêmement incroyable cette histoire du Big Bang. Comment l'espace et le temps pourraient-ils avoir eu un début? Comment se pourrait-il que le contenant n'ait pas toujours existé? Et c'est pour ça que je prends le temps d'argumenter en faveur de ce modèle. Parce que si l'on est sincère, je crois qu'on ne peut qu'admettre l'idée que le Big Bang est fondamentalement incroyable. Le Big Bang est une idée qui est proprement inaccessible à notre entendement. Qu'est-ce que cela signifierait que le temps n'a pas toujours existé? Qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire que l'espace n'a pas toujours été là? Et c'est pourtant, quoiqu'en termes, en l'occurrence, un peu métonymiques, ce que signifie le modèle du Big Bang. Donc je continue d'argumenter. Quatrième indication en faveur de cette idée saugrenue. La quatrième indication, c'est simplement le fait que l'univers, pourrait-on dire, continue d'évoluer à grande échelle. Non pas de s'agrandir, mais que les phénomènes dans l'univers continuent d'évoluer. En quoi cela est-il une indication favorable au modèle? Imaginez qu'on a ici une bouteille contenant du gaz, et qu'on ouvre la bouteille. Que va-t-il se passer? Le gaz rouge va diffuser dans la pièce. Au bout de quelques minutes, l'atmosphère de cet amphithéâtre sera légèrement rosée. Et puis, lorsque le gaz aura diffusé, que va-t-il se passer? Plus rien. Parce que nous aurons atteint ce qu'on nomme l'équilibre thermodynamique. Autrement dit, nous serons dans un état stable et stationnaire. Mais cet état stable et stationnaire est atteint au bout d'un temps fini. Et donc, si l'univers existait depuis toujours, concurrence au modèle du Big Bang, si l'univers avait depuis toujours été là, alors vraisemblablement, n'est-ce pas, nous serions déjà dans l'état d'équilibre. Donc le simple fait qu'il y ait encore de l'évolution, c'est-à-dire que les choses ne soient pas dans cet état maximisant le désordre, en quelque sorte, est déjà une indication
de ce que le temps qui nous sépare de l'instant originel n'est sans doute pas si grand que cela. Cinquième argument en faveur du Big Bang. Vous savez, nous sommes tous des traces ou des rémanences d'étoiles. Notre corps est en grande partie composé de noyaux qui ont été synthétisés par des étoiles en explosion. Le carbone, par exemple, dont vous savez qu'il est un des éléments fondamentaux du vivant, a été fabriqué dans les étoiles. Donc nous sommes des reliques d'étoiles, en quelque sorte. Nous sommes des restes d'astres. Et pourquoi cela? Parce que les étoiles sont très chaudes. Et ces circonstances sont favorables à des réactions nucléaires qui permettent de créer ces éléments lourds. Mais si on réfléchit un instant au modèle du Big Bang, celui-ci prédit ou prévoit que dans les premiers instants, la température de l'univers lui-même était très élevée. Et donc ces phénomènes nucléaires doivent aussi avoir eu lieu juste après le Big Bang. Par conséquent, on s'attend à ce qu'il y ait une formation de noyaux juste à l'issue de l'instant primordial, disons dans les quelques secondes ou minutes qui suivent l'apparition de l'univers. Et on doit effectivement pouvoir observer des vestiges de ces noyaux. Et c'est le cas. On voit dans l'univers ce qu'on nomme les résultantes de la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire ces restes, en quelque sorte, de la synthèse nucléaire opérée juste après le Big Bang. Et ces objets, nous n'avons aucun autre moyen de les expliquer que le Big Bang lui-même. Sixième argument, le fond cosmologique fossile. Il se trouve que nous baignons, en ce moment même, dans une sorte de lumière, de très basse énergie, de très grande longueur d'onde, qui constitue une sorte d'écho du Big Bang, qui constitue la première lumière de l'univers, qui est, pourrait-on dire, une sorte de fossile, de vestige, de trace des premiers centaines de milliers d'années qui ont suivi le Big Bang. Et ça, c'est une confirmation éclatante du modèle, parce que ce rayonnement cosmologique est partout autour de nous, il est très intense, il est aisément détectable, et il n'a absolument aucune autre explication possible, connue à l'heure actuelle, puisque la science, bien sûr, compose toujours avec le doute, mais dans l'état actuel des connaissances et des idées, il n'a aucune autre interprétation acceptable que le modèle du Big Bang. Et aujourd'hui, on peut même faire mieux que cela. Ce n'est pas simplement son existence qui peut revoir le modèle. On peut discerner des petites fluctuations de température, ce qu'on appelle des grumeaux en quelque sorte. Et ces petites fluctuations tracent en quelque sorte l'état du cosmos juste après le Big Bang. Et ce qu'on observe, et ça je trouve que c'est très beau d'ailleurs, ce sont des ondes de densité. Et vous savez, n'est-ce pas, que les ondes de densité, dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle des ondes acoustiques, ce qu'on appelle des ondes sonores. Donc c'est bien de façon littérale que l'on procède, grâce à la lumière, à l'écoute, pourrait-on dire, de l'univers primordial. Et vous savez que le timbre d'un instrument nous en dit long sur sa facture. On peut différencier, une oreille entraînée peut différencier un Bösendorfer, un Steinway, un Bechstein, un Fagioli, différents types de pianos, de par leur structure harmonique. Et c'est ce que font les cosmologistes. Grâce à la structure harmonique de l'univers, il est possible aujourd'hui de connaître avec une grande précision son contenu, sa masse, sa géométrie, sa vitesse d'expansion, son spectre de puissance. La cosmologie, c'est-à-dire la science de l'univers en tant que tel, est entrée dans une ère de haute précision. Nous n'en sommes plus à esquisser les linéaments de cette histoire. Nous connaissons dans une certaine mesure bien mieux l'âge de l'univers que celui de la Terre ou du Soleil. Parce que paradoxalement, le système global, c'est-à-dire cosmos, est beaucoup plus simple que le système local, c'est-à-dire notre planète, les planètes du système solaire, ou même l'étoile autour de laquelle nous gravitons. Alors il y a d'autres observations encore. Par exemple, ce qu'on nomme les oscillations acoustiques de baryons. C'est un phénomène qui est extrêmement élégant. Si on considère une galaxie dans l'univers, eh bien on se rend compte que la probabilité de trouver une autre galaxie augmente un petit peu à une certaine distance. Elle est un peu piquée, si vous voulez. Et cette surdensité locale de probabilité
correspond là encore à des ondes acoustiques. Mais c'est extraordinairement beau parce que quand je vous parle en ce moment, vous m'entendez parce que entre les haut-parleurs et vos oreilles, l'air qui est dans cette pièce est comprimé, distendu, et ce sont les ondes sonores qui nous permettent de communiquer. Mais les ondes acoustiques dont je parle maintenant sont en quelque sorte des ondes sonores pour lesquelles les particules élémentaires, donc ce qui jouerait le rôle des molécules dans cette pièce, pour lesquelles donc le rôle des molécules élémentaires est joué par les galaxies elles-mêmes. Donc ce sont des galaxies, des îlots d'univers qui comptent des milliards d'étoiles, qui jouent le rôle des petites molécules analogues à celles qui se trouvent dans cette pièce. Et on observe finalement le même phénomène, c'est-à-dire ces ondes de densité qui se propagent et qui témoignent des phénomènes ayant eu lieu peu après le Big Bang. Bon, on pourrait parler longtemps encore. Il y a aujourd'hui un amoncellement absolument remarquable d'observations qui plaident toutes en faveur de ce très étrange, quand on y réfléchit, et peut-être même très subversif, très inacceptable modèle du Big Bang. Mais c'est ça aussi la grâce, n'est-ce pas, de la pensée scientifique et de la pensée en général d'ailleurs, que de nous mettre en situation d'accepter l'inacceptable, mais aussi de refuser bien sûr ce qui s'oppose à certaines visions ou versions de ce qui est in fine en adéquation avec nos attentes. Donc on a cette espèce d'articulation, n'est-ce pas, entre ce qui s'impose à nous et ce qui constitue le résultat d'une investigation et donc d'une création. Alors, en contrepoint de ces mesures, la mise en œuvre, la création, l'écriture d'un modèle du monde requiert aussi une théorie. C'est-à-dire que pour construire un nouveau paradigme, une nouvelle image de l'univers, il faut non seulement ce lot de mesures qui montre l'expansion de l'univers, mais il faut aussi un corpus dans lequel ces observations fassent sens. Et c'est exactement ce que nous apporte la théorie de la relativité. Alors, il faudrait peut-être mieux dire les théories de la relativité. Je pense d'abord à ce qu'on nomme la relativité restreinte. La relativité restreinte d'Albert Einstein est une théorie particulièrement fascinante parce qu'elle est étrange non seulement dans ce qu'elle dit, mais aussi dans la manière dont elle le dit. Ce qui est la relativité restreinte se fonde sur des hypothèses qui sont difficilement contestables. Pour le dire de façon un peu brève, mais néanmoins correcte, la relativité restreinte repose uniquement sur le fait qu'il existe des lois, et non pas sur la forme particulière des lois qui sont à l'œuvre dans notre monde. Donc pour le dire de façon caricaturale, ce que Einstein énonce resterait en grande partie vrai dans un monde où les lois seraient différentes. Donc, vous voyez, ça signifie qu'on est vraiment ici au cœur de la nécessité. Il n'y a plus aucune contingence dans cette élaboration théorique parce qu'elle repose sur le simple fait qu'il existe des invariants, c'est-à-dire des lois, c'est-à-dire des propositions qui ne dépendent ni du lieu ni du temps, mais pas sur le contenu sémantique précis de ces lois elles-mêmes. Et en conséquence de ces observations, Einstein est conduit à trois conclusions radicales. La première, c'est qu'il existe une vitesse absolue, indépassable, la vitesse de la lumière. Mais ce qui est génial dans cet énoncé, c'est pas tellement l'existence de la vitesse en tant que telle, qui n'est pas intrinsèquement une idée révolutionnaire. Ce qui est formidable, c'est que cette vitesse, en fait, n'a rien à voir avec la lumière. C'est que cette vitesse, elle constitue ce qu'on pourrait appeler une constante de structure de l'espace-temps. C'est-à-dire que la manière dont l'espace-temps est constitué impose cette vitesse limite. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la manière dont la lumière se déplace. Ça n'a rien à voir avec les velléités de déplacement de la matière. Ça a à voir avec ce que sont l'espace et le temps intrinsèquement. Le second résultat de la théorie d'Einstein, eh bien, c'est que les voyages dans le futur sont possibles. Finalement, si nos montres sont parfaitement synchronisées, du simple fait que je bouge mon bras, nos montres maintenant ne sont plus synchronisées. Ça, c'est quand même une déconstruction fondamentale et une revisitation fondamentale de cette
image d'un temps absolu tel que nous en sommes innervés depuis probablement la naissance même du concept de temps. Ce que montre Einstein, c'est finalement que nous pourrions tous devenir plus vieux que nos parents. Ça ne pose aucun problème et ce n'est pas fictionnel. Il suffirait que vos parents fassent un petit tour dans un vaisseau spatial rapide, il s'écoulerait 1 an pour eux, il s'écoulerait 40 ans pour vous, et quand vous vous retrouvez, vous seriez effectivement plus vieux que vos parents. Ça marche, c'est vrai. Ce n'est pas une théorie spéculative. C'est une des conséquences de la théorie probablement la mieux testée de toute la physique. Mais ça, c'est pas seulement contre-intuitif. Ce qui est important, c'est pas tellement que les voyages dans le futur soient possibles. Ce qui est important, c'est que le concept même d'un temps absolu et universel s'en trouve déconstruit. Et ces phénomènes sont à l'œuvre quotidiennement. Je vous donne un seul exemple. Il y a des particules qui sont créées en haut de l'atmosphère. On les appelle des muons. Elles proviennent de l'interaction des rayons cosmiques sur l'atmosphère. Ces muons se propagent et arrivent jusqu'au sol. Si vous calculez le temps qu'ils mettent pour arriver, vous trouvez que la durée nécessaire est 10 fois plus grande que leur temps de vie. Conclusion, ils ne devraient pas pouvoir arriver, puisqu'ils devraient tous être morts avant d'arriver. N'est-ce pas? Et pourtant, on les voit. Solution du paradoxe. Oui, le temps mis est 10 fois plus grand que le temps de vie mesuré sur Terre. Mais le temps mis mesuré dans le référentiel, c'est-à-dire avec l'horloge qui est solidaire de la particule, en fait, il est 3 fois plus petit que leur temps de vie. Et donc, il est normal qu'ils arrivent. Et ce qui sous-tend cette idée, c'est qu'à la question naïve que nous serions tous vraisemblablement tentés de nous poser, mais quel est le vrai temps? Puisque je vous dis que si je vais très vite, il va se passer 1 seconde pour moi, il va se passer 10 000 ans pour vous. Vous serez tous morts quand je reviens. Quel est le vrai temps? 10 000 ans ou 1 seconde? Et comme vous le savez, la théorie se nomme relativité. Les deux temps sont réels. Il se sera vraiment passé 1 seconde pour moi, il se sera vraiment passé 10 000 ans pour vous, vous serez réellement tous morts, ainsi que vos enfants et vos petits-enfants, alors que moi, je n'aurais pas pris une ride. Bon, évidemment, c'est très dur à faire. C'est très dur à faire parce qu'il faudrait disposer d'une énergie considérable que nous n'avons pas aujourd'hui à disposition. Mais ça, ce n'est qu'une limite technologique, ce n'est pas une limite physique. Du point de vue scientifique, ces explorations du futur ne posent absolument aucun problème. Et la troisième conséquence remarquable de la relativité, c'est la fameuse équivalence masse-énergie. E égale mc2. Donc C2, on peut oublier, c'est une constante dimensionnelle. Ce qui est important, c'est E égale m. L'énergie égale la masse. Et je voudrais vous faire remarquer que cette formule, bien connue et peu comprise, est en réalité fondamentalement révolutionnaire, elle aussi. Elle l'est parce qu'elle crée un pont entre des grandeurs de nature différentes. Vous voyez, E égale m, ça veut dire que je peux transformer de l'énergie en masse. Mais ça, c'est très bizarre, parce que l'énergie, ce n'est qu'une propriété, alors que la masse, c'est une essence. L'énergie, ce n'est qu'un avoir, alors que la masse, c'est un être. L'énergie, c'est un contingent, alors que la masse, c'est un nécessaire. L'énergie, c'est un accidentel, alors que la masse, c'est un essentiel. C'est un peu comme si je transformais la couleur de mon t-shirt en existence d'un nouveau vêtement sans détruire le premier. Oui, c'est très incroyable. Jamais on ne fait ça au quotidien. Ce que E égale M veut dire de façon littérale, c'est que je peux transformer du mouvement en existence. Et c'est exactement ce qui est à l'œuvre, puisque je sais que certains d'entre vous ont visité le CERN il y a quelques jours, c'est exactement ce qui est à l'œuvre dans un accélérateur de particules comme le LHC du CERN. On va faire bouger des particules et on va transformer le mouvement des particules en existence objective, mesurable, palpable de nouvelles particules. Alors c'est pas stricto sensu une création ex nihilo. On ne les crée pas à partir de rien. On les crée à partir du déplacement. Et vous voyez que ça, c'est quand même une passe ontologique qui est extrêmement étrange. Nous n'avons pas l'habitude de pouvoir dire, en tapant sur le mur, je crée des particules. Et c'est pourtant ce qui peut advenir si on tape suffisamment fort. Les petites briques fondamentales du réel ne sont pas en nombre fixé. Grâce à la relativité restreinte, je comprends qu'il est possible de produire des entités matérielles
non pas à partir d'un autre type de matière, ce qui serait trivial, mais à partir du déplacement de la matière, ce qu'on nommerait en physique l'énergie cinétique. Ça, c'est la relativité restreinte. Mais ce n'est que le hors-d'œuvre. La véritable grande déconstruction d'Einstein, c'est la relativité générale. Alors la relativité générale, c'est une théorie qui est absolument incroyable, qui est très leibnizienne dans son relationnel du réel. Finalement, ce que nous montre la grande théorie d'Einstein, c'est que l'espace se tord, se courbe, se distend en fonction du placement des corps. C'est-à-dire que la masse va influer sur la structure de l'espace. Alors bien sûr, ça peut sembler être une simple analyse mathématique complexe de géométrie riemannienne sans intérêt philosophique. Mais détrompons-nous, c'est en réalité quelque chose qui est extrêmement signifiant du point de vue plastique et du point de vue métaphysique. Parce que ce que nous dit la grande théorie d'Einstein, c'est que l'espace et le temps sont des objets physiques comme les autres. Et de la même manière que des particules élémentaires, ou des êtres humains, ou des animaux, ou des planètes peuvent évoluer au cours de leur vie et au fur et à mesure que le temps s'écoule, l'espace lui-même est susceptible d'une évolution radicale. Ce que ça signifie, c'est que l'espace est une entité dynamique. Vous voyez, pour le dire simplement, la matière dit à l'espace comment se tordre, se courber, et en retour, l'espace courbe dit à la matière comment se mouvoir. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une perte essentielle d'absoluté. Même l'espace et le temps ne peuvent plus être considérés comme des cadres absolument figés dans lesquels se déroulent les phénomènes. Pour le dire métaphoriquement, le cadre réintègre le giron de l'œuvre. Vous devez intégrer le cadre à l'œuvre, vous devez intégrer le décor à la pièce de théâtre, vous devez intégrer la grammaire à l'écriture. Ce que vous savez déjà finalement, mais ce que les physiciens découvrent avec Einstein. Et l'expansion de l'univers, que j'évoque depuis 20 minutes, en fait, c'est ça. L'expansion de l'univers dont je vous parle, ce n'est pas un déplacement des galaxies, c'est la dilatation de l'espace lui-même. En fait, ce qu'on observe, quand on voit les galaxies s'éloigner, comme je le mentionnais, ce qu'on observe, c'est le mouvement propre de l'espace. Les galaxies s'éloignent sans bouger. Ça semble paradoxal, dit comme ça. Ça serait incompréhensible si vous pensez avec la physique de Newton, si vous pensez avec la physique du XVIIIe ou du XIXe siècle, ça n'a aucun sens. Mais si vous pensez avec Einstein, tout c'est clair, pourquoi? Parce que l'espace devient une structure dynamique. Je lâche mon feutre, il tombe. De la même manière, quand on lâche l'univers, il tombe. L'univers est en train de se mouvoir. Et l'expansion cosmologique, ce n'est rien d'autre que le mouvement de l'univers lui-même. L'univers considéré comme le contenant. L'univers considéré comme l'espace-temps. C'est en ce sens d'ailleurs que certains sont allés jusqu'à parler d'une histoire du temps. Pourquoi le mot d'histoire du temps reprend son sens? Parce que le temps est en effet, dans la vision einsteinienne, soumis à une évolution. Et ce n'est plus cette espèce de régulateur intransgressible que l'ouverture, par exemple, de la première critique de Kant, la critique de la raison pure, présentait comme une forme transcendantale, c'est-à-dire a priori de la sensibilité humaine. Non. Chez Einstein, l'espace et le temps redeviennent des sujets d'étude, parce qu'ils sont dynamiques, et surtout parce qu'ils sont couplés au reste de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a une interaction réciproque entre la matière et l'espace-temps. Nous sommes des petites ondelettes sur un raz-de-marée. L'espace-temps est dur à mettre en branle, mais il est lui-même en évolution, et nous ne sommes que quelques-uns des constituants de cette gigantesque interaction à double sens, des corps entre eux, des corps avec l'espace, et de l'espace avec les corps. Alors, ces investigations qui mettent sur place ce paradigme, que je crois très parlant finalement, reposent aujourd'hui sur ce qu'on appelle une approche multilongueur d'onde. Et parce que beaucoup d'entre vous ici sont étudiants en art, ou au moins intéressés par l'art, je voudrais rappeler que cette approche elle a aussi un sens intuitif et descriptif extrêmement fort. Parce que la première leçon, je crois, de la physique,
ou de l'astronomie en particulier, c'est une leçon d'humilité. C'est de nous rappeler que nos yeux sont extraordinairement incapables de voir l'essentiel de la lumière. Vous le savez bien sûr, mais l'immense majorité de la lumière qui existe dans l'univers est strictement invisible pour nos yeux. Nous ne voyons même pas un milliardième d'un milliardième d'un milliardième de l'ensemble des types de lumière qui existent. 99,9999999% de la lumière qui existe dans l'univers est strictement invisible pour nos yeux. Et pourtant, elle est vraie. Et pourtant, elle est mesurable. Elle est d'un point de vue ontologique, donc quant à son être en tant qu'être, tout aussi légitime que la lumière visible. Simplement, bien sûr, nous sommes adaptés à notre environnement. Donc l'histoire des vivants terrestres a fait en sorte que leurs yeux soient adaptés à la lumière du soleil. Donc nous voyons la lumière dont nous avons besoin. Mais l'immense majorité des lumières cosmiques, nous ne les voyons pas. Et si l'on tente de comprendre un peu notre environnement, ce dont je vous entretiens en ce moment, il faut le faire avec modestie. C'est-à-dire il faut le faire au-delà de la lumière visible. Il faut le faire en utilisant tous les types de lumière qui existent dans l'univers. Les ondes radio, très basse énergie, qui par exemple révèlent les grandes structures de l'univers. Les micro-ondes, qui par exemple révèlent le petit flash que j'évoquais tout à l'heure, qui est d'ailleurs beaucoup plus gigantesque que petit, et qui constitue le rayonnement cosmologique fossile. Par exemple, les infrarouges, qui permettent de sonder les lieux de formation des étoiles. Par exemple, les ultraviolets, qui permettent de mesurer des éléments formés juste après le Big Bang. Par exemple, les rayons X, qui permettent d'observer des objets extrêmement chauds. Par exemple, les rayons gamma, qui sont très opportuns pour l'environnement des trous noirs. Chaque type de lumière révèle un autre aspect de l'univers. Et tous ces aspects sont réels, et tous ces aspects sont différents. Donc vous voyez, l'univers serait non pas un Janus, mais un Dieu au visage infini, pas seulement au visage double. Il y aurait comme une infinité de visages de l'univers qui se révèlent avec d'autant plus d'acuité que nous sommes capables de le sonder avec des approches différentes. Toutes sont réelles. La question de quel est le vrai visage de l'univers n'a pas de réponse. Et c'est la complémentarité quasi incommensurable de ces facettes de notre cosmos qui constitue aujourd'hui la description la moins inadéquate dont nous disposons. Mais c'est très dur de voir l'univers. Il faut aller au-delà de la lumière, il faut aussi utiliser la matière. Il y a par exemple des particules fantômes dans l'univers, qu'on appelle les neutrinos. Les neutrinos, ils ont ceci de remarquable qu'ils peuvent traverser les corps sans interagir. Et donc en mesurant les neutrinos, nous sommes enfin en situation de détecter le lieu des phénomènes physiques. Vous voyez, c'est un peu comme un médecin qui, au lieu de devoir se contenter de la peau de son patient, deviendrait en mesure véritablement de voir l'intérieur de son corps, ce que permet bien sûr la radiographie. Bien, dans une certaine mesure, les neutrinos permettent ce type de choses, parce qu'ils peuvent traverser les corps sans être arrêtés par ces derniers. Et vous voyez à quel point cela a changé notre compréhension du fonctionnement des organes. De la même manière, cette sorte de tomographie de l'univers, qui peut être réalisée par ces particules spectrales, recèle des informations extrêmement novatrices. Je pense aussi à ce qu'on appelle les rayons cosmiques, par exemple. Les particules chargées qui permettent de comprendre les processus de diffusion dans la galaxie. Et je pense à ce qui a été au cœur de l'actualité ces dernières années, les fameuses ondes gravitationnelles. Mais ça, je pense que pour des plasticiens, par exemple, les ondes gravitationnelles, c'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est comme si nous étions dotés d'un nouveau sens. Vraiment. Nous avons maintenant un accès à l'univers qui n'est pas simplement un peu différent parce qu'on a un télescope surpuissant. Ça serait de peu d'intérêt. Non, nous avons un accès à l'univers qui est radicalement différent parce que nous le voyons d'une manière, et je dis voir en un sens métaphorique, nous l'appréhendons d'une manière, faudrait-il dire, d'une manière qui est sans commune mesure avec tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Parce qu'avec les ondes gravitationnelles, ce qu'on voit, c'est directement la structure géométrique du cosmos. Ça n'a aucun sens pour vous? Rassurez-vous, pour moi non plus. Parce qu'aucun d'entre nous n'a jamais fait ça. C'est la première fois dans l'histoire que nous sommes capables d'observer, non pas avec nos yeux, mais avec nos instruments, directement les vibrations de la géométrie du monde. Vous voyez la lumière, dont nous sommes coutumiers. C'est une onde qui se déplace dans l'espace. Mais les ondes gravitationnelles, c'est une onde d'espace.
c'est l'espace lui-même qui se met à vibrer. Donc détecter les ondes gravitationnelles, c'est entrer en relation directe avec l'espace lui-même. C'est quelque chose qui a été non seulement impensable expérimentalement dans un passé relativement récent, mais qui était même impensable conceptuellement dans un passé un peu plus ancien. À l'époque de Newton, cette assertion n'aurait eu aucun sens, parce que pour Newton, comme pour Kant, l'espace est donné, il est pur, il ne vibre pas, il est absolu. C'est cette réintégration de l'espace dans le champ des phénomènes physiques qui permet de comprendre, de prévoir et d'utiliser ces ondes gravitationnelles. Alors par utiliser, j'entends non pas à des moyens technocratiques, bien sûr, mais à des moyens d'investigation et de compréhension de notre environnement cosmique. Et il y a fort à parier que les surprises seront immenses, parce que le monde est un réservoir de possibles absolument incroyable. Et à chaque fois que nous avons été en mesure de l'observer autrement, il a révélé un visage insoupçonné. Et d'ailleurs, ce que les ondes gravitationnelles nous ont d'ores et déjà montré n'était pas du tout attendu. Nous avons observé des coalescences de trous noirs qui ne correspondaient absolument pas aux événements qui étaient expectés par les expérimentateurs des ondes gravitationnelles. Donc, même sur ces expériences très préparées, très prévues, très calibrées finalement dans leur fonctionnement, il y a de l'étonnement. Et c'est cet étonnement presque violent en réalité qui constitue, je crois, à la fois la légitimité et presque la beauté de la démarche. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai tenté, avec ou sans succès, de vous convaincre que nous connaissons quelque chose de notre histoire et que nous connaissons quelque chose du cosmos qui nous environne. Je voudrais maintenant changer mon fusil d'épaule et tenter de vous convaincre qu'en réalité, les problèmes sont immenses. Mais ne nous y trompons pas. Mentionner les difficultés, ce n'est pas récuser l'ensemble de la méthode. Ce n'est certainement pas insinuer que la science en général, ou la cognition, enfin la science en particulier, ou la pensée en général, relève d'un arbitraire absolu. Ce n'est pas le cas. Je crois que précisément, oser faire face aux limites, oser intégrer les difficultés, oser exhiber les pierres d'achoppement, c'est ce qui constitue aussi l'une des spécificités de cette approche. Et croyez-moi, les problèmes sont immenses. D'abord, notre propre existence est déjà un problème. Parce que dans le modèle du Big Bang, version naïve, nous ne devrions pas être là. En fait, on devrait avoir produit à peu près autant de matière que d'antimatière juste après le Big Bang. L'antimatière, dont l'existence est avérée, c'est non seulement compris et mesuré, l'antimatière aurait dû s'annihiler avec la matière et former de la lumière. Donc notre univers ne devrait être construit pratiquement qu'avec de la lumière. Il ne devrait plus y avoir de matière, ou quasiment plus. Donc le simple fait que je sois en train de vous parler en ce moment est déjà un problème pour le modèle du Big Bang. Mais comprenons bien, ce problème, il est aussi une réjouissance, parce que c'est exactement à partir des difficultés qui vont nous servir de signe que l'élaboration des théories au-delà de ce qu'on connaît, et donc l'essence même de la recherche, et donc l'incoatif de la réflexion, va se nourrir. D'accord? Donc, dire qu'il y a ici un problème, ça peut vous sembler comme une déception par rapport à l'image presque harmonieuse et complète que je feignais de présenter jusqu'à maintenant. Mais en réalité, pour un chercheur, c'est le moment de l'excitation, parce que c'est la trace qui va permettre d'engrainer un raisonnement permettant d'échafauder une théorie dépassant les connaissances actuelles. Donc les difficultés, ce sont aussi finalement les ressorts qui permettent d'atteindre ce qui n'est pas encore compris. Deuxième problème, les trous noirs. Vous savez, les trous noirs, ce sont des objets évidemment inquiétants, pour ne pas dire angoissants. On sait aujourd'hui qu'ils sont très nombreux dans l'univers. Notre galaxie, notre petit îlot d'univers, notre banlieue chez nous, quoi. Notre galaxie, la Voie lactée, compte vraisemblablement au moins 100 millions de trous noirs. Donc, ils font partie de l'environnement habituel de l'astronome.
l'existence des trous noirs ne fait maintenant plus question. Ce sont des sphères dans lesquelles il est possible d'entrer, mais dont la sortie est absolument impossible. Les trous noirs sont des objets paradoxaux. Paradoxaux au sens littéral, c'est-à-dire contre la créance commune, mais non pas contre la cohérence interne. Par exemple, je lance un corps sur un trou noir. Demandons-nous quelle est sa vitesse quand il pénètre dans le trou noir. L'observateur local va mesurer la vitesse de la lumière, donc la plus grande vitesse possible. L'observateur lointain va mesurer une vitesse nulle. Question, quelle est la bonne réponse? La plus grande ou la plus petite? Réponse, les deux. Les deux points de vue sont complémentaires et sont simultanément corrects dans une acception relativiste. Si vous restez près d'un trou noir, sans rentrer dedans, sinon vous êtes perdu, et que vous revenez vers l'extérieur, vous avez le même effet de dilatation du temps que j'évoquais tout à l'heure. Il peut se passer 5 minutes pour vous et 5000 ans dans le reste de l'univers. De ce point de vue-là, les trous noirs sont véritablement des machines à voyager dans le futur. À l'intérieur du trou noir, l'espace se change en temps et le temps se change en espace. Donc de la même manière, si vous voulez, que le temps s'écoule pour nous, c'est l'espace qui s'écoule vers le cœur du trou noir. Bon, tout cela est un peu fantasmatique, n'est-ce pas? Mais finalement, ça ne pose pas vraiment de problème en relativité. Ce qui pose un vrai problème avec les trous noirs, c'est pas ça. C'est le fait que l'information soit perdue. C'est le fait que les trous noirs soient amnésiques. C'est le fait que l'état final d'un trou noir, ce qu'il est, ait perdu toute trace de ce qu'il a constitué. C'est-à-dire que le trou noir ait été formé par fusion d'étoiles ou par fusion de planètes, in fine, ne changera strictement rien à ce qu'il est. Et ça, c'est en contradiction patente avec quelques théorèmes centraux de physique quantique. Et on ne sait pas aujourd'hui comment réconcilier l'amnésie des trous noirs, qui est un théorème de relativité générale, avec la conservation de l'information, qui est un théorème de physique quantique. Il y a incompatibilité entre ces deux assertions, et aucune solution consensuelle n'est aujourd'hui comprise. Donc vous voyez que les trous noirs ne sont peut-être pas, comme on le dit dans les films, des portes vers d'autres univers, mais ce sont très clairement des portes vers la compréhension de la structure intime du réel. Parce que comprendre l'information des trous noirs, il y a fort à parier que c'est aussi comprendre la nature de ce qu'il y a au cœur, ce qu'on nomme la singularité, et que c'est donc aussi la même chose que comprendre l'origine de l'univers, c'est-à-dire le Big Bang. Troisième problème, ce qu'on appelle la matière noire. C'est un problème abyssal. L'immense majorité de la masse de l'univers est de nature strictement inconnue. Il existe dans l'univers de la matière dont on ignore la nature, dont on ignore la structure, et qui est 50 fois plus abondante que la totalité de ce qui est visible. Je suis ni plus ni moins qu'en train de vous dire qu'on ne sait rien de ce qu'il y a dans l'univers. D'accord ? La totalité de la masse visible de l'univers, ce sont les étoiles. Or, la matière noire, ou masse manquante, est 50 fois plus nombreuse que les étoiles en termes de masse. Et non seulement on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'elle n'est pas constituée de la même matière que celle dont est fait mon corps, la matière de cet amphithéâtre ou la matière du Soleil. Elle est d'une nature radicalement nouvelle. Elle ne peut pas être faite des particules identifiées dans le cadre de la physique de l'infiniment petit. Donc vous voyez que là on a un double défi. Un défi pour le macrocosme, comprendre ce qu'il y a dans l'univers. Et un défi pour le microcosme, parce que ça signifie en contrepoint qu'il y a quelque chose de la structure intime du réel qui échappe à notre compréhension actuelle. Pourtant, ça marche bien la physique des particules. Vous savez, cette démarche d'unification qui a porté ses fruits, où on a compris que ce qui semblait diversifié pouvait en réalité être compris à partir d'une force unique. Électricité et magnétisme ont été unifiés dans le passé. L'électromagnétisme a été unifié avec la force nucléaire faible. Donc tout ce jeu d'unification a très bien marché, a permis de prédire un certain nombre de phénomènes jusqu'au fameux boson de Higgs, qui a été mesuré il y a peu auprès de l'accélérateur LHC du CERN. Mais ce bel édifice est incomplet. Il manque de la matière à l'appel, à la fois du point de vue de ce qu'on observe de très près et du point de vue de ce qu'on observe de très loin. Quatrième problème, ce qu'on appelle l'énergie noire. L'univers est en expansion.
ceci n'est pas une difficulté. Je vous l'expliquais, j'espère, avec emphase. C'est une prédiction de la relativité. La relativité générale prévoit que l'espace doit grandir. Nous observons que l'espace grandit. Donc tout va bien. Il y a adéquation entre la prédiction et la mesure. Pas de paradoxe ici. Ce qui est étrange, c'est que l'univers grandit de plus en plus vite. Ça, c'est absolument anormal parce que la gravité est attractive. Elle devrait jouer le rôle d'une force de freinage. Comment se peut-il que l'univers soit freiné et que pourtant il accélère? C'est incohérent et nous n'avons aucune explication consensuelle. Ça pose aussi des questions intéressantes du point de vue épistémologique. Les physiciens ne sont pas d'accord sur ce qu'est une théorie. Peut-on expliquer cette accélération cosmologique avec la physique standard? C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse qui fasse unanimité. Et c'est intéressant parce que finalement ça porte les physiciens à s'interroger pas seulement sur l'utilisation des objets mathématiques j'entends, mais aussi sur leur dimension définitoire. Qu'est-ce qu'une théorie physique et quel est le périmètre de cette théorie? Et comme vous le savez sans doute, il y a toujours un certain flou dans les linéaments. Les frontières d'un modèle ne sont jamais fermement établies. Et la question de savoir si notre modèle dominant peut ou non rendre compte de cette observation est en fait assujettie à un certain nombre de présupposés sur sa structure. Donc vous voyez, face à cette question très concrète, pourquoi l'univers accélère-t-il, on ne peut répondre qu'en passant par des détours relativement abstraits sur ce qui constitue une bonne ou une mauvaise théorie, un modèle légitime ou illégitime, voire ce qu'on nomme aujourd'hui en science une proposition naturelle ou non naturelle. Bon, cinquième et dernier problème. Bien, paradoxalement, je dirais que le plus gros problème du modèle du Big Bang, c'est le Big Bang. Alors, soyons clairs. Le fait que l'univers est en expansion, je viens de le dire, n'est pas une difficulté. Mais ce qui est une difficulté, c'est le Big Bang en tant que tel, c'est-à-dire l'instant primordial, le T égale 0, le passage du rien à l'existant. Parce que, déjà, c'est métaphysiquement presque inacceptable, mais c'est mathématiquement non défini. Le Big Bang, c'est ce qu'on appelle une singularité. Une singularité, c'est un moment où toutes les grandeurs signifiantes deviennent infiniment grandes. La théorie explose, si vous voulez. La théorie devient pathologique. Le modèle crache. Ça signifie une seule chose. Non pas, comme on le dit parfois dans les mauvais articles de vulgarisation, qu'il y a une pathologie cosmique. Ne vous inquiétez pas, l'univers n'a pas besoin d'être soigné, il va très bien sans nous. Puis vu la manière dont on soigne la Terre, je préférerais qu'on ne s'occupe pas trop de l'univers. Hein. Mais en revanche, ce que ça signifie, c'est que notre théorie a besoin d'être soignée. Il faut trouver une meilleure théorie. Il faut aller au-delà de la relativité générale. La théorie d'Einstein n'est pas même le fin mot de cette histoire. Alors je voudrais passer maintenant les 10 dernières minutes de cet exposé, la conclusion, si vous voulez, à vous parler non plus de ce qui est bien connu, bien compris, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais de vous parler de sciences spéculatives, c'est-à-dire d'évoquer la physique en train de se faire. Et je pense que c'est essentiel pour vous, parce que, en tant qu'artiste, je crois que la science ne doit pas simplement vous intéresser pour ses résultats déjà ossifiés en quelque sorte, mais également pour ses pratiques, c'est-à-dire pour tous ces errements, pour tous ces moments où il y a une forme d'investigation presque aléatoire du champ des possibles. Et ça, c'est ce dont je voudrais vous entretenir maintenant. Comment aller au-delà de la relativité générale? Alors par exemple, une belle proposition se fonde sur ce que l'on approche, ce qu'on appelle, la gravitation quantique à boucle. La gravitation quantique à boucle, c'est une théorie de l'espace-temps qui essaye de tenir compte à la fois de la relativité, ce que je décris depuis tout à l'heure, mais aussi de la physique quantique. La physique quantique, vous savez, c'est l'autre grande découverte du XXe siècle en sciences dures, c'est la physique de l'infiniment petit. La physique quantique, c'est ce qui permet de calculer, par exemple, la manière dont les particules élémentaires interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui permet de comprendre tous les circuits électroniques. C'est ce qui permet de décrire tout ce qui concerne l'atome, les molécules, les quarks, les gluons, tout ce qui concerne cette zoologie du microscopique est remarquablement bien décrit
par cette par ailleurs étrange et fascinante physique quantique. Le problème, c'est qu'elle est incompatible avec la théorie de l'espace-temps, la relativité générale, que je vous ai décrite tout à l'heure. Elle est incompatible, on peut le sentir, je vais vous donner deux raisons. D'abord, le rapport au temps. Pour la relativité d'Einstein, le temps n'existe pas, stricto sensu. Il n'y a que de l'espace. L'espace et le temps, c'est la même chose. Quand je vous parlais tout à l'heure des voyages dans le temps, c'est pour ça qu'ils sont possibles. C'est parce que je peux troquer du temps pour de l'espace et de l'espace pour le temps. Il n'y a pas en relativité d'existence stricte d'un temps à proprement parler. Alors qu'au contraire, en physique quantique, le temps est essentiel. Le temps n'a rien à voir avec l'espace. Il y a une surdétermination radicale du rôle du temps. Donc vous voyez que rien que dans l'acception du temps, il y a une tension entre les deux théories qui les rend incompatibles. Un deuxième argument serait de nature géométrique. La relativité, c'est une théorie qui est intrinsèquement géométrique. Mais géométrique au sens platonicien, vous voyez, au sens vraiment d'une ontologie géométrique. Alors qu'au contraire, la physique quantique, parce qu'elle fait intervenir un principe d'indétermination, n'est pas géométrisable. Donc là aussi, au cœur de ces deux propositions, il y a incompatibilité structurelle. Et pourtant, on ne peut pas en rester là. Parce que si je veux comprendre le Big Bang, si je veux comprendre les trous noirs, j'ai besoin de deux théories en même temps. Donc comment utiliser en même temps deux théories qui sont mutuellement exclusives? Il faut trouver le mieux. La gravitation quantique à boucle que j'évoque, c'est une proposition qui fait apparaître un espace granulaire. Vous savez, la matière, n'est-ce pas, est formée d'atomes. De la même manière, peut-être que l'espace est formé de petites briques élémentaires d'espace. C'est ce que nous propose cette théorie. Elle est mathématiquement bien définie, quoique très complexe. Elle permet de comprendre assez bien le paradoxe de l'information des trous noirs, et elle permet de résoudre la pathologie du Big Bang. Stricto sensu, il n'y a plus de Big Bang. L'univers, bien sûr, est toujours en expansion, heureusement, parce que ça, on le voit. Si la théorie prédisait autre chose, elle serait fausse. Mais ce qu'elle prédit, c'est que quand on remonte dans le temps, il n'y a pas une singularité au départ. Il y a une sorte de grand rebond. Et ça signifie qu'avant ce qu'on croit être le Big Bang, il y aurait eu une phase de contraction de l'univers, suivie par la phase d'expansion dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Alors vous voyez, c'est très beau, parce que le problème de l'origine du temps, de l'origine de l'espace, se trouve immédiatement gommé, parce que le modèle devient mathématiquement bien défini. C'est très beau, mais est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on est en train, et c'est d'ailleurs mon travail personnel, de trouver des pistes d'investigation expérimentale de ces choses-là. On est en train de se rendre compte que peut-être il serait possible d'observer des traces de cette ère d'avant le Big Bang. À l'heure actuelle, ce n'est pas encore mis en œuvre. Nous ne les avons pas trouvés. Nous en sommes à les rechercher. Deuxième exemple d'une théorie pour faire mieux qu'Einstein, la fameuse théorie des cordes. La théorie des cordes, c'est une théorie de superunification. Vous savez qu'on peut faire toutes les notes de la gamme chromatique avec une corde de violon, suivant la position des doigts sur le manche. De la même manière, suivant les modes de vibration des cordes fondamentales, on pourrait générer toutes les particules et toutes les interactions fondamentales. Donc la théorie des cordes, ce serait en quelque sorte une théorie mère. Ce serait une métathéorie. Ce serait la théorie des théories. Le problème, c'est qu'elle est très difficile à appréhender dans sa structure mathématique, et elle prédit l'existence de dimensions supplémentaires. Donc vous voyez qu'il y a un engagement ontologique fort. Elle propose un déplacement assez puissamment radical de ce que constitue l'espace lui-même, puisqu'il y aurait d'autres dimensions qui nous sont invisibles. Et ces dimensions, il faudrait les recroqueviller sur elles-mêmes, et ce faisant, on générerait un nombre incalculable de lois physiques possibles. Et c'est un des arguments qui intervient dans ce qu'on nomme aujourd'hui le multivers. Alors, multivers, c'est un néologisme qui fut inventé pour signifier multitude d'univers, ce qui semble presque être une contradiction dans les termes. Pourtant, aujourd'hui, il est possible, et non pas certain, soyons modestes, clairs et précis, que l'inflation cosmologique qui suivit juste le Big Bang est mise en œuvre, ou plus exactement est synthétisée, non pas un univers, mais une myriade de bulles d'univers. Et chacune de ces bulles pourrait être, grâce à la théorie des cordes, remplie ou structurée par des lois physiques différentes.
Et émergerait alors une sorte de macrocosme infiniment diapré, dans lequel non seulement les phénomènes, mais également les lois de la science changeraient d'un monde à l'autre. Alors, j'aime beaucoup cette proposition parce qu'elle nous oblige à penser, en fait. Certains scientifiques se déclarent résolument contre, parce que c'est tellement stupide que même pas faux, je reprends leurs mots. D'autres scientifiques se déclarent résolument pour, parce que c'est tellement magnifique, c'est tellement merveilleux, c'est finalement le prolongement de la désanthropocentrisation copernicienne. Soyons raisonnables. C'est une piste parmi d'autres. Mais elle nous fait réfléchir sur la structure même d'une pensée scientifique, n'est-ce pas? Parce que, est-ce utile? Oui, c'est utile, parce que la science, c'est pas seulement la technologie. Même si ça ne change rien pour nos téléphones portables, ça change le récit des origines. Ça change la structure mentale de notre macrocosme. Et en plus, ça change même notre capacité à évaluer les modèles physiques quand on les met à l'épreuve de l'expérience. Donc ça a des conséquences sur les prédictions dans cet univers-là. Est-ce encore de la science? Est-ce bien sérieux? D'abord, on n'a pas besoin d'être de la science pour être sérieux. Les frontières des disciplines sont changeantes. Les règles du jeu scientifique ont changé avec le temps, et heureusement pour nous. Il y aurait donc quelque chose de l'obstination à vouloir figer la science dans une démarche parfaitement déterminée et non évoluante, alors même qu'elle est une pensée dynamique par construction. Mais au-delà de cette réserve de principe, je dirais que oui, c'est encore scientifique, parce que même si le modèle prédit plein d'univers, le fait de n'en voir qu'un seul n'empêche pas de mettre cet univers-là à l'épreuve des faits, et donc de corroborer ou d'exclure le modèle à un certain niveau de confiance. Je ne vais pas entrer dans le détail des tests du multivers, on n'est pas là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que se posent en ce moment des questions fascinantes. Parce que ces questions, vous le sentez, nous imposent simultanément à réfléchir sur ce qu'est le monde. C'est quand même pas rien de dire qu'il existe peut-être des univers multiples avec des lois différentes. C'est quand même pas un détail, c'est une révolution presque comparable à la révolution copernicienne, possiblement. Mais simultanément, cela nous oblige aussi à réfléchir sur le sens de cette démarche. Qu'est-on exactement en train de faire? Cette science est-elle en opposition patente ou en continuité du geste mythique, par exemple? Est-on en train d'écrire un nouveau mythe? Et si oui, peut-on penser le mythe de l'intérieur? Précisément, le penser en tant que mythe, n'est-ce pas le détruire dans son fonctionnement mythique lui-même? Ce que proposait par exemple Paul Veyne en réfléchissant à la structure des mythes grecs. Donc il y a là des questions abyssales qui sont, me semble-t-il, une opportunité exceptionnelle pour faire preuve de cette nuance qui manque si aiguement au débat contemporain, qu'il soit épistémologique, éthique ou politique. Et je crois que le multivers, c'est un peu notre porte d'entrée dans cette science qui tente à la fois de penser l'altérité radicale que constitue le monde, mais aussi de se penser elle-même en tant qu'un mode, à mon avis, non hégémonique du rapport à, disons, la vérité ou plus généralement aux différentes instanciations du réel qui nous entoure. Alors, je n'ai pas du tout eu le temps d'en parler parce que le temps passant, je n'ai fait que couper ce que je voulais dire, mais j'avais annoncé un lien avec l'esthétique qui va venir dans la discussion, je pense. Et en quelques phrases, je crois en effet que recourir aujourd'hui à une philosophie de l'art pourrait véritablement être utile du point de vue épistémologique, c'est-à-dire du point de vue de la philosophie des sciences. Et la raison pour ça, je dirais, est double. D'abord, en un sens presque trivial, parce que quand on parle du beau, on est quand même situé. Alors évidemment, chez Kant, par exemple, le beau s'oppose à l'agréable, il a une dimension presque absolue, c'est une finalité sans fin, donc en tant que tel, on doit tous tendre vers le beau. Mais quand même, quand il s'agit du beau, l'histoire finalement le montre, on est toujours, presque toujours, dans une acception contextuelle à la fois historiquement et géographiquement située. Et ça, je crois, c'est une forme d'humilité qui a assez drastiquement manqué à la pensée scientifique. Et ensuite, parce que je pense en particulier à un petit livre d'Arthur Danto, le philosophe analytique américain, qui s'appelle La transfiguration du banal, et qui tend à analyser le fonctionnement esthétique, ce qui est d'ailleurs quasi du commun, c'est pas du tout le seul à avoir dit ça, mais du point de vue de la réception. C'est-à-dire que bien évidemment, la qualité de l'art dépend de la qualité de l'artiste, la qualité de l'œuvre dépend de la qualité de l'artiste, mais ce qui qualifie l'art en tant qu'art est bien davantage lié à la manière dont le récipiendaire le fait fonctionner. Et j'aimerais qu'on s'interroge sur ces concepts dans le champ scientifique, si vous voulez.
Parce que, d'un certain point de vue, il est tout à fait évident qu'il y a une objectivité scientifique qui ne dépend pas des attentes. Par exemple, s'il s'agit de rappeler à M. Trump que le réchauffement climatique existe ou que le créationnisme, c'est quand même pas très malin, je pense qu'on peut le faire la conscience tranquille. Et là, en effet, la science a bon dos de devoir rappeler une sorte d'intersubjectivité forte qui ne dépend pas précisément de nos désirs ou de nos fantasmes. Mais en contrepoint de ça, dans l'élaboration théorétique de la structure d'une théorie, je crois qu'il y a en effet quelque chose d'un geste créatif. Et ce geste créatif pourrait précisément se penser, me semble-t-il aujourd'hui, suivant les topiques de l'esthétique, en tant qu'elle convoque une attente. Un peu finalement comme les Aèdes, vous savez, les poètes de la Grèce ancienne parlaient pour un public. Et cela, nous savons, n'a en rien dévalorisé la qualité et la portée de leur discours. Bon, il fait chaud, il est tard. J'ai commencé avec Jean Genet, donc pour le plaisir, au moins le mien, j'espère le vôtre, laissez-moi finir avec lui et avec quelques mots de notre dame, cette magnifique éclosion de belles et sombres fleurs, je ne l'apprends que par fragments. L'un m'était livré par un bout de livre, l'autre négligemment cité par mon avocat, un autre encore dit presque chanté par les détenus. Leur chant devenait fantastique et funèbre, un de profundis, autant que les complaintes qu'ils chantent le soir, que la voix qui traverse les cellules et me parvient troublée, désespérée, altérée. À la fin des phrases, elle se casse, et cette fêlure la rend si suave qu'elle semble soutenue par la musique des anges. Merci. Les formes des variétés de Calabi-Yau représentent la diversité que j'évoquais dans le multivers. Waouh! Je ne pensais pas avoir des questions si techniques ici, donc bravo, merci. Donc en effet, les variétés de Calabi-Yau, ce sont les structures topologiques qui sont associées à la compactification des dimensions supplémentaires. Alors l'idée, elle est très simple. La théorie des cordes nous dit que nous vivons dans un espace à 10 dimensions. Mais sauf si vous êtes des aliens, vous n'en faites pas l'expérience, n'est-ce pas? Nous vivons tous dans un monde qui a 3 dimensions d'espace, X, Y, Z, et une dimension de temps. Donc ces dimensions supplémentaires, si elles existent, elles doivent être cachées, sinon nous les aurions déjà vues. Et la meilleure manière de les cacher, c'est de les rendre très petites comme ça, de les recourber sur elles-mêmes. Et ce qu'on appelle donc de ce terme technique de variété de Calabi-Yau, ce sont les structures mathématiques qui sont associées aux différentes manières de recourber ces dimensions supplémentaires. Je vous donne un exemple. Vous prenez un plan, une feuille de papier. En la recourbant, vous pouvez faire une sphère. Mais vous pouvez aussi faire un cylindre. Vous pouvez faire une bouteille de clin. Une bouteille de clin, c'est un tore comme ça qui se repasse dans lui-même. Et toutes ces formes ne sont pas transformables les unes dans les autres. C'est ce qu'on appelle des topologies différentes. Et avec les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes, on peut faire un nombre extraordinairement élevé de topologies différentes. Et quand en plus on intègre les flux magnétiques généralisés qui les traversent, ça donne un nombre de lois physiques qui est indicible, de l'ordre de 10 puissance 500. 10 puissance 500, personne ne peut sentir ce que ça veut dire. Donc ce que font les variétés de Calabi-Yau, pour répondre à ta question, c'est générer l'incroyable diversité des lois physiques qui peuvent avoir lieu. Donc, par exemple, il y aurait des mondes, tu vois, où la gravité, au lieu d'être attractive, serait répulsive. Des mondes sans lumière, des mondes où la force électromagnétique aurait une structure qui ne serait pas en 1 sur R carré, mais en 1 sur R cube. Enfin, il y aurait toute une diversité des lois qui seraient à l'œuvre dans l'univers. Ça, c'est ce que font ces choses-là. Mais après, la forme de l'univers lui-même, dans lesquels ces lois sont à l'œuvre, ça n'a rien à voir avec les variétés de Calabi-Yau. La forme de l'univers, elle est dictée essentiellement par le paradigme inflationnaire. Donc si tu veux, il y a deux mécanismes à l'œuvre. Il y a un mécanisme qui génère plein d'univers, et un mécanisme qui attribue à chaque univers des lois physiques différentes. Si je peux me permettre de faire une remarque, en science, rien n'est jamais certain, n'est-ce pas? Parce que justement, tout est déconstructible, tout est réfutable en doute. Cette manière de savoir que toute théorie sera un jour remplacée par une meilleure théorie, c'est le cœur de la pensée scientifique. Donc ça, on le sait. Mais pour autant, ça ne signifie pas que toutes les théories se valent. Bien évidemment pas. Et donc je pense que c'est très important de hiérarchiser le niveau de crédibilité des théories.
Donc tout ce que je vous ai dit en première partie d'exposé, relativité générale, physique quantique, physique des particules, relativité restreinte, voyage dans le futur, dilatation du temps, tout ça c'est extrêmement fiable. Niveau de fiabilité à 99%. A contrario, ce qu'on dit maintenant, c'est-à-dire conjonction de la théorie des cordes et de l'inflation, personnellement je mettrais un niveau de fiabilité sans commune mesure. Les artistes étudiants en art ou même en sciences humaines en fait, sont beaucoup plus généralement perspicaces que des étudiants en sciences. Moi, il est assez fréquent que des étudiants en physique nous demandent en premier cycle est-ce que cette théorie est prouvée? Et évidemment, c'est une question qui est légitime, hein, mais qui est extrêmement naïve, puisque aucune théorie n'a jamais été prouvée en sciences de la nature, et aucune théorie ne le sera jamais. Et on le sait bien. Et pour cause d'ailleurs, toutes les théories sont fausses, puisque ce sont des approximations successives qui se succèdent. Et parce que de toute façon, on ne peut pas faire l'infinité d'expériences qui mettraient la théorie à l'épreuve et faire chaque expérience avec une précision infinie. Donc il y a toute une arborescence de raisons pour lesquelles on ne prouve pas les théories. Pourtant, tu as raison, il y a un moment où une théorie devient consensuelle et où un paradigme peut changer. Alors, à titre d'exemple, je vous ai parlé du modèle du Big Bang tout à l'heure. Eh ben, ça a pris beaucoup de temps quand même. C'est-à-dire que le fait que la créance commune des astronomes balance d'un univers statique éternel vers un modèle de type Big Bang ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu énormément d'arguments pour changer de paradigme. Et de même, je me permets cet exemple, quand on voit quelqu'un passer derrière, disparaître derrière une maison et réapparaître de l'autre côté, on a tous compris qu'il est passé derrière, c'est évident. Et pourtant, des millions d'hommes ont vu toutes les étoiles se coucher du même côté, réapparaître de l'autre côté. Le soleil se coucher là, réapparaître là, la lune se coucher là, réapparaître là, et jusqu'à Anaximandre, au moins dans la culture occidentale, pas un n'avait supposé qu'ils sont passés en dessous. Ça paraît tellement évident. Ben oui, mais c'est évident a posteriori. C'est évident a posteriori parce que quand on avait pensé l'univers de façon verticale avec un haut et un bas, avec un ciel et une terre, la terre constituant le socle à la fois physique et bien sûr moral, éthique en quelque sorte, et même spirituel de cet agencement verticalisé, le passage en dessous était juste inconcevable. Et il a fallu du temps pour qu'on change de paradigme. Une génération après Anaximandre, Platon propose l'idée comme vraisemblable, et encore une génération après, Aristote la considère comme pratiquement acquise. Donc là, évidemment, il y a un enchevêtrement d'accumulation de faits, d'investigation mathématique, et évidemment une dimension sociologique. Et ça, on ne peut pas le nier. La science, comme tous les autres champs cognitifs, est également innervée par des luttes de pouvoir, par des querelles de clochers, etc. Et ça, c'est à la fois un peu triste, parce que ça peut détruire des idées novatrices et nous conduire vers des idées inintéressantes, mais c'est aussi un peu réjouissant, parce que finalement ça signifie que la science fait partie de cette grande tribu des penseurs, et qu'elle fonctionne finalement cognitivement comme l'art, et qu'elle cherche comme l'art à découvrir quelque chose du monde qui nous entoure, avec des errances. Une réponse facile, qui serait de dire que ce qui va changer avec l'époque déjà, c'est le concept même de Big Bang. Parce que finalement, si on se place au XIXe siècle, l'idée de Big Bang n'avait pas émergé. Donc là, du point de vue conceptuel, l'idée d'une origine n'avait pas même fait jour. Ensuite, disons au milieu du XXe siècle, le Big Bang devient la créance commune, deuxième moitié du XXe siècle, ça devient le paradigme dominant, mais à ce moment-là, le Big Bang existe au sens strict. C'est-à-dire qu'on a vraiment un instant initial, et cet instant initial, c'est l'apparition de l'espace et du temps. Et donc, demander ce qu'il y avait avant est une contradiction dans les termes, parce que le temps n'existe pas avant le Big Bang. Donc en fait, il n'y a pas d'avant le Big Bang. Donc là, le Big Bang a une signification extrêmement drastique. Vous comprenez ce que je dis là? C'est pas pareil de dire je ne sais pas ce qu'il y a avant, et de dire il n'y a pas d'avant. Dans l'acception de la relativité générale, la réponse est il n'y a pas d'avant. C'est un peu comme le nord du pôle Nord. Il n'existe pas de nord du pôle Nord. Ce n'est pas que je ne sais pas ce qu'il y a au nord du pôle Nord, c'est qu'il n'y a pas de nord du pôle Nord. Le nord du pôle Nord ne réfère à aucune région du monde. Ça, c'est l'acception 1980. Aujourd'hui, année 2000 et suivante, la gravité quantique nous dit ah, mais en réalité, peut-être que le Big Bang n'était qu'un goulet d'étranglement, et que donc il y a eu un avant. Et donc, là encore, à nouveau, le concept de Big Bang change. Donc la réponse facile, ça serait de dire que ce qui est désigné finalement par le mot Big Bang ou le mot origine varie avec le temps, et que donc forcément la réponse varie aussi avec le temps.
Alors une acception plus contrainte de ta question serait de dire, dans un paradigme donné, est-ce que la distance qui nous sépare du Big Bang pourrait changer? Alors ça, je ne pense pas. Elle va changer de façon négligeable, parce que bien sûr, nos investigations expérimentales changent. Moi, quand j'avais ton âge, je crois qu'on datait l'univers à 11 milliards d'années. Aujourd'hui, on en est à 13 milliards d'années. Récemment, 13,78 milliards d'années. Donc la mesure se raffine. Mais je ne pense pas que sans changer de paradigme, on puisse d'un seul coup passer de 13 à 22. Ça m'étonnerait énormément. Il y a d'une quelconque manière de se placer hors de l'univers, de dire ça. Je dis juste que la totalité de ce qui est aujourd'hui visible était contenu dans un volume qui était plus petit qu'une tête d'épingle. Mais mesurer ce volume ne nécessite pas de sortir de ce volume. Donc je pense qu'on peut parfaitement maintenir cette acception dans une vision tout à fait interne, parce que tu as raison, enfin, je veux dire, nous ne voulons pas d'un point de vue de Dieu sur l'univers. Enfin, pas dans ce contexte en tout cas, pas de façon absolue, mais dans ce type de pensée, nous ne le voulons pas. Et donc, bien sûr, il ne faut pas regarder l'univers de l'extérieur, parce qu'il n'y a pas d'extérieur en univers, par définition. Mais je ne pense pas que cette assertion le requiert d'une quelconque manière. Sur la deuxième partie de ton assertion, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que ce qui est contenu dans un volume plus petit qu'une tête d'épingle, c'est bien l'univers visible actuellement. Parce qu'il est possible que l'univers, en réalité, soit infini. En fait, on ne sait pas. Peut-être fini, peut-être infini. Mais si l'univers est infini, même quand je remonte dans le passé, en fait, il reste infini à chaque instant. Donc en fait, tout ce que ça veut dire, cette assertion, c'est que des distances qui valent aujourd'hui, par exemple, 20 milliards d'années-lumière, valaient, par exemple, 1 milliardième de millimètre. Mais ça ne contredit pas l'éventuelle infinité de l'univers. Donc ça veut simplement dire que les distances sont divisées par une valeur gigantesque, et que donc en effet, chaque univers visible serait contenu dans un volume plus petit qu'une tête d'épingle, mais ça ne préjuge pas de la taille totale de l'univers. Effectivement, mais c'est même vrai expérimentalement. Pardon. Parce que le rayonnement fossile cosmologique observé par les satellites Kobe, Planck, etc., excusez-moi, permettent de voir en effet que l'univers jeune, donc peu après le Big Bang, était effectivement très homogène. Donc en effet, tu l'appréhendes intuitivement, mais en plus on le vérifie. Alors l'ingrédient miracle qui a permis de faire émerger les hétérogénéités, c'est la gravité. La gravité est une force attractive, et en fait ça va donner naissance à des processus catastrophiques. C'est-à-dire qu'on va localement avoir des petites zones de l'espace qui vont être tellement surdenses qu'elles vont se découpler en quelque sorte de l'expansion, et la contraction locale va compenser l'expansion cosmologique globale. Et les grumeaux vont se former parce que la force de gravitation va permettre de former des surdensités extrêmement importantes. Et ensuite, dans ces surdensités qu'on va appeler après les amas ou les galaxies, vont encore se former, enfin c'est pas ensuite temporellement, c'est ensuite en termes d'échelle, vont se former des surdensités encore plus petites que sont par exemple les étoiles ou les planètes. Mais tu vois que c'est une sorte de structure quasi fractale en fait, parce que entre les galaxies, il y a beaucoup de vide, les galaxies sont des surdensités, les galaxies elles-mêmes, c'est surtout du vide, mais avec des surdensités qui sont les étoiles et les planètes, et puis une planète, c'est des atomes, mais les atomes, c'est eux-mêmes essentiellement du vide, avec des surdensités que sont les protons et les électrons. Donc finalement, on a cette évolution grâce au fait que la force gravitationnelle est attractive, et qu'elle va nous permettre au grumeau de devenir encore plus grumeau. Et plus on est dès qu'on a une inhomogénéité, en fait, elle est instable. Elle va devenir de plus en plus inhomogène parce que ça va avoir tendance à imploser et non pas à exploser. L'explosion globale est compensée par les implosions locales. Maintenant que je trouve ça nul, je trouve ça passionnant. Mais à quel titre? Moi, évidemment, ici on est dans une école d'art, donc les gens me sont informés. Au niveau du grand public, il y a une vision très appauvrie de art science que je n'aime pas, qui est la vision, disons, illustration. Voilà. Qui est, on a des théories scientifiques et puis les artistes vont venir les rendre accessibles et visuellement attractives. Donc ça, évidemment, c'est pas intéressant. Ça, finalement, c'est un travail d'illustrateur qui est parfaitement légitime en tant que tel, c'est bien pratique, mais c'est pas un travail d'artiste. Donc moi, ce qui me semble intéressant dans l'articulation art-science, ce n'est pas tellement, finalement, de donner à voir la science, c'est plutôt, en fait, de désacraliser la science. C'est-à-dire qu'il me semble que l'art, qui, comme je le disais tout à l'heure, fonctionne en grande partie cognitivement, et de ce point de vue-là, il faudra vraiment rétablir la symétrie, parce que personne n'entendrait dire les équations d'Einstein, je trouve ça nul.
non, il faut passer 10 ans à comprendre ce que c'est, et puis ensuite on conclut. Alors qu'on entend effectivement beaucoup de gens dire cet artiste est nul, parce qu'on a vu qu'une toile sur internet, et on se moque, parce qu'évidemment, surtout en art contemporain, alors évidemment, si c'est un peu conceptuel, on trouve c'est nul. Moi je vois ça passer tout le temps sur les réseaux sociaux, et je trouve ça très agaçant. Parce que bien sûr, on a le droit de ne pas aimer un artiste, ça c'est tout à fait raisonnable, mais il faut le faire en connaissance de cause. Et donc en effet, je pense qu'il faut rappeler qu'au moins l'art et la science ont ceci en commun, qu'un avis éclairé demande à être informé, tout simplement. Et donc, ce que je disais pour répondre à ta question, c'est qu'à mon sens, ce qui est vraiment important, c'est donc, disais-je, de désacraliser la science, en ceci que pour de mauvaises raisons, qui sont en partie liées aux controverses culturelles des dernières décennies, la physique en particulier, les sciences en général, ont eu tendance à être un peu mis sur un piédestal qui a empêché les autres champs disciplinaires de s'en saisir. Pour le dire simplement, je pense que les gens ont peur en fait, des sciences, parce qu'on leur a tellement dit attention à ne pas dire n'importe quoi, que c'est devenu un matériau dont on n'osait plus se saisir. Alors, naturellement, inviter les artistes, comme n'importe quel autre citoyen, à ne pas dire n'importe quoi, on s'y nous touche pour ça. Dire n'importe quoi n'est jamais intéressant. Et pour autant, dès lors que l'on s'intéresse à un champ disciplinaire qui n'est pas le nôtre, il y a un certain degré d'approximation qui est inévitable. Et quand c'est fait avec honnêteté, avec intelligence, moi je crois que c'est absolument indispensable que les sciences réintègrent en quelque sorte l'extraordinaire matériau mondain dont on peut se saisir. Et donc il ne me semble pas qu'il y ait un lien privilégié finalement entre l'art et la science. D'abord l'art n'existe pas, les arts, les sciences, ce ne sont pas du tout des monolithes, ce sont des expériences extraordinairement hétérogènes dans leur modalité comme dans leur finalité. Mais je trouve que la science est un des éléments du réel, parmi beaucoup d'autres, sans hégémonie, mais quand même important, et que cet élément-là du réel, il est évidemment souhaitable qu'il fasse partie de la palette de l'artiste. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais finalement, c'est que la science n'ait ni un traitement de faveur, ni un traitement de défaveur. C'est qu'elle soit voilà, l'une de ces couleurs que vous pouvez employer pour travailler. Là a une influence sur sa vie propre et son rapport au monde. Alors d'abord, je vais être un peu triste, mais en fait c'est très rare de faire une découverte. C'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on entend par découverte. Tu vois, avoir des idées, ça quand même c'est notre métier, heureusement qu'on en a, on a très peu notre salaire, mais avoir une idée dont tu te dis c'est pas simplement une idée maligne, je viens de comprendre quelque chose de fondamental sur le monde et j'en suis sûr. Personnellement, je n'ai jamais fait cette expérience et je ne connais personne qui l'ait faite. En fait. Parce que, quand bien même tu auras une bonne idée, très souvent il va se passer des décennies, voire après ta mort, avant que cette idée entre effectivement dans le giron de la science suffisamment corroborée pour faire partie du modèle accepté. Mais peut-être qu'on peut élargir un peu ta question et ne pas simplement considérer ce qu'on découvre soi-même, mais éventuellement ce qui est découvert aussi par les collègues, parce qu'après tout, ça peut aussi avoir une influence. Et ça, je crois que c'est une expérience très intime, en fait. Voilà. Moi, j'ai ressenti plusieurs fois dans ma vie des enchantements assez, j'avais presque envie de dire, orgasmiques, dans une déportation comme ça des compréhensions scientifiques, mais ce n'était pas spécialement pour mes travaux propres, en fait. Et je pense qu'en effet, ça peut... en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en un seul coup, ça crée de l'autre dans le même, ou de l'ailleurs dans l'ici, tu vois. C'est-à-dire que, bon... Voilà, découvrir une nouvelle planète, comme ici, je trouve ça génial, hein, c'est hyper impressionnant, mais pour moi, c'est pas si révolutionnaire que ça. Donc, on voit mieux, on voit autre chose. Mais quand la même chose, tu n'es pas en train de voir une nouvelle planète, tu es avec le même réel, mais d'un seul coup, la manière de faire fonctionner ce réel peut devenir radicalement différente, et tu te rends compte que tous les mécanismes qui te semblaient être acquis deviennent complètement contingents et peuvent être réinterprétés dans un cadre différent. Ça, pour moi, c'est une sorte de ravissement qui est moins lié au détail de ce qui est vu ou dit, qu'au fait que, tu vois, pour le dire comme Deleuze et Guattari, d'un seul coup, il y a une espèce de gigantesque magma de possible qui s'ouvre à toi, et tu te dis, je vais pouvoir aller puiser là-dedans. Voilà. Et ça, en effet, je pense que c'est des choses dont on fait l'expérience. Mais ça ne me semble pas être spécifique à la science, en fait. Hein. Je pense qu'on peut ressentir des choses tout à fait comparables, évidemment, quand on découvre différentes compositions plastiques ou musicales. Oui, ça n'a rien à voir avec la théorie des cordes. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a aucun problème pour créer des particules nouvelles, et j'aime bien même ton terme d'espèces disparues. Alors évidemment, si on voulait refaire des dinosaures, on n'aurait pas besoin de physique, il suffirait de trouver de l'ADN et de savoir
avoir un environnement biologique adapté pour faire fleurir cet ADN, mais au sens des espèces physiques disparues. Donc par exemple, il y a en effet, c'est une très bonne manière de le dire, des particules qui ont vraisemblablement été créées juste après le Big Bang, qui ont eu un temps de vie très court et qui sont donc mortes depuis extrêmement longtemps. Et en effet, c'est tout à fait possible de les recréer, et c'est même exactement ce qui se passe dans un accélérateur de particules, où on présente même un peu les choses comme des machines à remonter le temps, en un sens métaphorique, hein, on ne revient pas vraiment en arrière, mais on recrée en effet l'état de la matière tel qu'elle était une fraction de seconde après le Big Bang. Donc on peut en effet tout à fait créer des particules élémentaires disparues depuis bien longtemps dans l'univers réel, et on peut les refaire. Et on pourrait aussi, en principe, détruire toute forme de particules, puisqu'en effet, en mettant en contact de la matière avec de l'antimatière, on recrée une sorte d'explosion d'énergie pure. Maintenant, évidemment, pour s'affranchir de la pollution, ça ne serait pas très utile, parce qu'en fait, ça serait en tant que tel extrêmement dangereux, puisque ça serait très radioactif, pourrait-on dire. Mais la capacité principielle de l'annihilation est en effet possible. Et ça, là, je peux me permettre de répondre avec aisance, parce que ça ne dépend pas du tout de la théorie des cordes, qui est ultra spéculative, mais ça dépend uniquement de la relativité restreinte et de la théorie des champs, qui sont là des cadres très bien maîtrisés. Merci. Oui. L'univers est là, et puis là, sa frontière ici. Eh bien, il y a le fameux argument de Lucrèce, de Natura Rerum, qui a été repris par Coiré dans son de l'univers du monde clos à l'univers infini. Mais combien même il y aura une frontière, ça veut dire qu'il y aura quelque chose derrière la frontière, donc ce qui est derrière fera aussi partie de l'univers, puisque l'univers est tout ce qui existe, donc l'univers n'a pas de frontière. En fait, cet argument est faux. En géométrie riemannienne, on peut le dépasser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est essentiel qu'il n'y ait rien à l'extérieur de l'univers, sinon en effet, ça ne serait pas l'univers. Et pour autant, et c'est ça le cœur de ma réponse à ta question, il n'est absolument pas nécessaire que l'univers soit dans quelque chose pour être en expansion. Tu peux parfaitement imaginer une structure mathématique et physique, hein, puisque le monde n'est pas que mathématique, dans laquelle les distances sont en permanence en train d'enfler. Il n'est absolument pas nécessaire que cette structure soit immergée dans quoi que ce soit pour que les distances puissent enfler. Donc tu peux parfaitement décrire un univers qui est strictement autonome, qui n'est plongé dans aucun méta-espace et qui pourtant est en train d'enfler. Peut-être la meilleure manière intuitive de le penser, c'est un ballon de baudruche. Tu vois, tu shootes dans un ballon de baudruche, tu regardes les petits points sur le ballon de baudruche, tu vois que les petits points s'écartent, mais que le ballon de baudruche soit lui-même plongé dans l'espace de la pièce n'a absolument aucune influence dans ce jeu-là. Tu vois que les petits points au marqueur sur un ballon dans lequel tu souffles se distancient les uns des autres. Alors évidemment, je vais dire dans ce cas-là, le ballon, il est dans la pièce. Soit, mais je n'ai pas besoin qu'il soit dans la pièce. Quand bien même il n'existerait que le ballon et pas la pièce, j'aurais quand même les petits points dessus qui seraient en train de s'éloigner. Opposé. Il y a un pôle qui est quand même la linéarité radicale avec sa factualité. Je pense que c'est important. C'est important de le rappeler, surtout en ce moment où on voit, aux États-Unis en particulier, mais pas seulement, quand même des dérives obscurantistes qui sont un peu contrariantes quant au déni finalement de réalité, surtout quand il s'agit de notre avenir commun. Donc ça ne fait aucun doute, le monde n'est pas que ce qu'on aimerait qu'il soit, nos fantasmes ne suffisent pas et quelque chose s'impose à nous. Mais en contrepoint de ça, quand on élabore une théorie scientifique, en fait, on joue d'une incroyable liberté. Et je peux donner l'exemple de Newton, je peux dire que la Terre attire la Lune. Mais je peux aussi dire qu'il y a un fantôme de la Terre qui est de l'autre côté et qui repousse la Lune. Stricto sensu, c'est la même théorie parce que les équations du mouvement sont les mêmes. Et pourtant, en termes de matériaux ontologiques, ça n'a absolument rien à voir. Donc j'ai toujours une infinité de théories qui vont décrire le même monde de la même manière et qui pourtant sont des propositions radicalement différentes quant à l'être en tant qu'être du réel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sous-détermination des théories par les faits. Mais au-delà de ça, parce que ça c'est un peu trivial, mais au-delà de ça, ce que je crois, c'est que on présente parfois aux élèves une vision un peu pyramidale comme ça. On a plein de modèles concurrents. On fait des mesures, on élimine les modèles qui ne marchent pas au cours du temps, et puis il en reste, il y en avait 10, il en reste 3, il en reste 2, et puis voilà, le vainqueur a gagné. Ce qui n'est pas faux. Et ce qui n'est pas vrai non plus. Parce que ce qu'on oublie dans cette manière de présenter les choses, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que des modèles sont élagués par les données, d'autres modèles fleurissent. Et en réalité, le nombre de modèles concurrents ne diminue pas du tout avec le temps. Enfin, concrètement, il augmente même avec le temps. Ce qui veut dire que soit on se plonge dans le fantasme d'une théorie unique, absolument vraie, mais ce fantasme est totalement démenti par l'histoire, parce qu'en réalité, il est extrêmement probable qu'une telle théorie n'existe pas.
En tous les cas, tout ce qu'on a compris de la science jusqu'à maintenant a fonctionné par changement de paradigme, avec à chaque fois des revisitations complètes du réel. Donc si on oublie ce fantasme, moi je crois que ce qu'est le réel du point de vue scientifique à un moment donné, c'est structurellement cette multiplicité de théories antagonistes, qui sont simultanément vraies, quoique mutuellement exclusives, parce qu'elles ne sont pas encore réfutées. Et donc ce que je crois, c'est qu'il y a fondamentalement un rapport, contrairement à ce que l'histoire des idées laisse entendre, de la science à la multiplicité. Parce qu'il y a une multiplicité irréductible qui est précisément constitutive du geste scientifique, bien qu'elle soit mouvante avec le temps. Et évidemment, la constitution de cette multiplicité repose sur un geste créatif qui est très peu contraint. Il y a une contrainte évidente, qui est l'adéquation avec l'expérience et le langage mathématique. Mais si vous faites de la physique spéculative de type physique des particules ou gravité quantique, en fait, une amie à moi, Sabine Ossenfelder, a publié un bel article récemment où elle disait qu'en fait, les techniques mathématiques de création de modèles, une fois qu'on les a maîtrisées, on peut presque créer tous les jours un nouveau modèle qui est compatible avec les données, qui est falsifiable et qui est mathématiquement cohérent. Donc en fait, c'est pas dur de faire ça. Mais évidemment, on n'a pas envie de jouer ce jeu-là de façon gratuite. Mais si on voulait le faire, on pourrait le faire. Et donc il y a plus que ça dans le choix d'un bon modèle. Et le plus que ça, ça a toujours attrait à quelque chose d'esthétique. Comme dit. Mais l'esthétique est variable. Et c'est pour ça que la science est sinueuse. De façon assez récurrente, on me dit « Ah bah vous êtes cosmologiste, donc forcément vous êtes philosophe, parce que l'origine de l'univers, c'est une question qui est hautement philosophique. » Ça, c'est factuellement faux. L'immense majorité des cosmologistes que je connais, y compris des gens extrêmement brillants, ne s'intéressent pas du tout à la philosophie. Ils ont même parfois un mépris assez affiché pour la philosophie. Donc je ne crois pas du tout qu'il soit indispensable d'être philosophe pour être un scientifique respectable. C'est le contraire d'ailleurs, s'intéresser à la philosophie peut vous créer des ennemis. En réalité, ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est précisément qu'elle n'est pas indispensable. C'est-à-dire que si finalement une pensée de nature scientifique conduisait structurellement à une pensée de type philosophique, ça sous-entendrait que l'une est un peu contenue dans l'autre. Et que donc finalement l'une n'apporte pas grand-chose à l'autre, parce qu'en gestation elle est déjà là. Et ça je pense que c'est faux en fait. Je pense que précisément la philosophie, la science, la poésie, la musique, la peinture et tout le reste sont des éléments essentiels de construction, déconstruction, découverte et invention du réel, qui sont quand même dans une large mesure non transformables les uns dans les autres, même si bien sûr ils s'inspirent les uns des autres, ça c'est certain. Et donc en effet, je m'intéresse à la philosophie, mais justement parce qu'elle n'est pas structurellement impliquée par la science. Et si j'en avais la compétence, mais ce n'est pas le cas, je m'intéresserais autant à la musique et à la peinture. Enfin, je m'y intéresse en tant que récipiendaire, mais pas en tant que praticien, hélas. Parler de la théorie des cordes en ces termes. Donc, tu as raison. J'ai plusieurs objections à ça. D'abord, je ne suis pas du tout certain que la théorie des cordes soit correcte. Ensuite, la théorie des cordes est finalement elle-même assez protéiforme. Il y a plusieurs théories des cordes. Donc, la théorie des cordes est déjà un substantif un peu contestable. Et enfin, quand bien même la théorie des cordes serait correcte, je ne pense pas que ce serait une réponse ultime sur le monde. Parce que se poserait immédiatement la question pourquoi celle-ci et pas une autre. Parce qu'on peut écrire une infinité d'autres théories mathématiques qui sont cohérentes et qui ne sont pas la théorie des cordes. Et donc je pense qu'immédiatement, la recherche d'une métathéorie se mettrait en fonctionnement de façon à comprendre l'émergence de la théorie des cordes. Et donc l'investigation théorique ne s'achèverait d'aucune manière avec la théorie des cordes, quand bien même celle-ci serait correcte. Donc je ne crois pas, mais c'est un simple pari, qu'elle soit indépassante. Juste un petit mot avant qu'on se quitte. D'abord, merci à nouveau de votre invitation. Pour tout le monde en fait, je suis toujours très content de garder le contact avec les gens. Donc n'hésitez pas à me demander comme ami si vous voulez sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, j'ai mon nom, Aurélien Barraud, BA2RAU. Mais surtout si vous le faites, c'est pour ça que je le dis, mettez-moi un petit mot avec en mettant étudiant ESA, parce que sinon je ne peux pas valider les demandes. Donc si vous me demandez comme ami réseaux sociaux, voilà, je suis BA2RAU, mon nom. Aurélien Barraud, mais mettez un petit mail, un petit message d'accompagnement. Merci encore de votre accueil.